Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti, une nouvelle heure de débat sur l'actualité économique, politique du moment. Tiens, on va pas mal parler d'ailleurs des questions de travail, là, des questions d'entreprise. Il y a beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Le patronat, les syndicats, tout ça, machin. On n'en a pas parlé durant la semaine. Tiens, d'ailleurs, on parlera de ce mois un petit peu particulier, puisque ça a été, j'imagine, pour certains d'entre vous, une sorte de test de la semaine de 4 jours, quand même, avec les jours fériés. Et visiblement, les échos que j'en ai, là, c'est que c'est quand même tendu. Ça m'intéresse. C'est quand même tendu de tout concentrer sur 4 jours, en fait. C'est ça un peu l'idée de la semaine de 4 jours. Tiens, je demanderai à mes invités s'ils sont là-dedans. Voilà, et puis sans doute on prolongera aussi la discussion passionnante qu'on avait hier sur l'immobilier, le logement. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Nicolas Doucerin, salut Nicolas, président, fondateur, Valumen, Aziz Seni, salut Aziz, Quartier d'affaires, Stéphane Van Nuffel, salut Stéphane. Salut Stéphane. Netinvestissement.fr. Oui, tiens, et juste avant d'aller sur les lignes rouges du patronat, les lignes rouges du patronat, en fait, il se trouve que voilà, l'interaction est arrivée là il y a un instant et ça m'a fait, je trouvais ça intéressant, un rendez-vous qui ne peut pas se faire parce que me dit celui avec qui je devais avoir rendez-vous, bon Dieu, je me rends compte que là, on concentre tout sur 4 jours depuis le début du mois et c'est super intense. Je ne sais pas où donner de la tête, je suis sous l'eau. Et donc, on a le test en temps réel de la semaine de 4 jours qui semble confirmer, mais moi, ce que je dis depuis le début, enfin, je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est des DRH avec lesquels j'ai discuté qui le disent, que c'est pas une petite affaire, la semaine de 4 jours, et que si on décide d'avancer là-dedans, il va falloir y aller avec d'infinies précautions. C'est ce que tu ressens, Nicolas, dans ton activité ? Il y a quelque chose. Il faut qu'on bosse autant sur 4 jours, et c'est pas simple. Non. Alors moi, je ressens 2 choses dans mon activité. D'abord, de tout concentrer sur 4 jours, pas plus tard qu'il y a 20 minutes, je discutais avec ma directrice générale déléguée qui est complètement sous l'eau et qui va me retrouver tout à l'heure parce que là, elle n'arrive pas à tenir toutes les échéances. Et voilà. Et elle me disait qu'elle avait encore terminé à 22h30 hier parce qu'il fallait bien rattraper et compenser, que c'était très compliqué. Et je sens auprès des équipes un stress, mais négatif et pas positif, qui est lié justement au surplus de travail qu'on a du mal à gérer et organiser. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, puis au passage, moi dans mon métier, nous on facture au nombre de jours facturés. Donc c'est vrai que la semaine de 4 jours, c'est pas très favorable. Bon, mais tu vas passer au forfait horaire, c'est pas très grave ça. Oui, Voilà, c'est un détail. Exactement, c'est un détail. Mais c'est intéressant quand même. Oui, c'est vrai. On a l'impression d'un truc, parce qu'en fait, tout ce qu'on disait, c'est OK, mais avec les 35 heures, tu concentres 35 heures sur 4 jours, 9 x 4, 36, OK. Non, en fait, et c'est ça que me disait mon interlocuteur, c'est les interactions personnelles, en fait, qui doivent être concentrées sur 4 jours. Et ça change tout, finalement. Ben, ça change tout, ça complexifie et encore une fois, moi j'essaye toujours d'attacher beaucoup d'importance dans les organisations au stress et avoir un stress positif, un stress qui galvanise, qui incite, qui permet justement de travailler en meilleure intelligence. Or là, j'ai ressenti clairement sur ce mois-ci, on est rentré dans un stress qui est plus négatif parce qu'il y a un tel surplus que ça pèse sur les épaules et ça désorganise un petit peu et on sent qu'il y a des tensions qui sont palpables dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Stéphane, ou Aziz, ça me fait sourire que tu abordes ce sujet parce que on en a parlé sur ce plateau il y a un mois. Ouais, mais exactement. J'avais dit que moi je n'avais rien contre la semaine des 4 jours, en particulier dans des secteurs d'activité comme les miens où il y a quand même une grosse partie des équipes qui sont en télétravail, que je ne suis pas obligé d'être sur leur dos, donc ils sont déjà dématérialisés entre guillemets dans leur présentiel. Mais j'avais dit attention, il faut que les Français ne se méprennent pas. Ça veut dire que ça va concentrer la même charge sur 4 jours. Ouais. Et je continue à rester convaincu que dans certains métiers, je pense que ça s'absorbe. Sur les top management, je pense qu'on oublie, parce que même quand on est en semaine de 5 jours, en général, de toute façon, on finit à 22h30. Oui, mais justement, comme tu finis à 22h30, tu vas finir à minuit. C'est ça, en fait, que... Ou alors... non, tu vois, ce que nous dit Nicolas, c'est ça, en fait. Sa DG, elle est top management. Tu vas pas finir. Ou tu vas pas finir. Ça t'explose, soit tu ne vas pas sur un projet. Voilà. Tu vois, c'est la courbe de l'affaire du travail, en fait. Tu vois, non, mais c'est effectivement l'erreur que je pouvais faire, moi, dans la perception de ce truc, c'est de me dire, effectivement, à notre niveau, on va dire, top management, franchement, ça se gère. En fait, voilà, tu me dis que non, et je réalise que peut-être pas. Aziz ?
Moi, j'ai pas changé d'avis depuis Le mois dernier. mois sur la semaine des 4 jours. Il ne faut pas l'imposer. Il faut l'expérimenter. Il y a des entreprises qui l'ont déjà mis en place. Ça fonctionne. Donc ça fonctionnerait peut-être. Oula, très peu, Aziz. Très peu. Non, franchement, j'ai regardé ça très peu. LBC, Non, mais c'est à Lyon, ça fonctionne bien. Ah oui, non, mais c'est tout petit, c'est particulier. C'est la volonté, si tu veux. Alors, C'est la volonté du chef d'entreprise. Voilà. Grand respect pour LDC. Ah, j'ai oublié leur nom, les deux parce que frères. j'ai oublié le nom. Oui, oui. C'est la frères, clergerie, mais j'ai plus les prénoms des deux frères. Enfin bon, peu importe. C'est une histoire d'entreprise d'ailleurs incroyable. Mais c'est une volonté très très forte, si tu veux. C'est un peu comme les patrons qui suppriment leur bureau, ou des trucs comme ça. Si ça marche pour certains, ça marchera pour d'autres. Et puis, moi, j'ai le sentiment aussi un petit peu sur... C'est comme cette histoire de télétravail au tout début, quand tout le monde voulait faire du télétravail. Et puis, finalement, on a essayé, et puis on s'est aperçu que chez certains, ça marche, chez d'autres, c'est pas l'utilité. Je te renvoie même à il y a encore plus longtemps, le fameux bureau open space tout ouvert, où on avait la folie de faire travailler tout le monde sur le même plateau, et puis on s'est rendu compte que... Donc, tout ça, c'est bien, moi je suis pour l'expérimentation. Ça marche ici, ça marche pas, on ajuste et on avance. Bien, donc, ligne rouge du patronat. Oui, j'ai mis ça parce que là-dedans, on met tout, quoi. Voilà, on va pouvoir discuter ensemble de l'ensemble des grands sujets du travail. Alors, non, mais comme c'est ligne rouge du patronat, oui, parce que c'est les lignes rouges après les rencontres entre Elisabeth Borne et les syndicats. Pas question d'accepter une conditionnalité, on parlera après du travail des seniors qui vous intéresse, pas question d'accepter une conditionnalité des aides ou une atteinte aux ordonnances de 2017, puisque la CFDT met le retour des CHSCT, enfin en fait le retour de l'ensemble des représentants du personnel tels qu'ils étaient avant les ordonnances Macron-Pénicaud, elle les met en tête de ces demandes. Et puis, il y a des velléités aussi de verdir le crédit d'impôt recherche. Enfin, on l'a vu aussi avec les récentes déclarations d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, les gars ? Vas-y, vas-y, Stéphane. Écoute, alors d'abord, je fais exprès, d'abord c'est pour caricaturer, puis pour sourire, c'est bien, parce qu'il y a des lignes rouges du patronat, donc comment on s'intéresse à des sujets qui touchent au patronat, comme il y a l'élection du MEDEF, et qu'apparemment ça n'intéresse personne, vraisemblablement. Non, ça n'intéresse personne. C'est pour ça que c'est intéressant que tu fasses, mais c'était juste pour faire une blague. Moi, tu sais, Non, mais on peut en parler. Moi, ça m'intéresse que ça n'intéresse personne. Voilà, à la limite, ce qui est intéressant, c'est que ça n'intéresse personne. Parce qu'en fait, alors donc on reste 2 secondes sur l'aparté. Si tu veux, parce que j'ai une théorie là-dessus. Donc vas-y. Il a sûrement fait du très bon boulot sur plein de trucs. Moi, j'ai eu des très bons échos sur plein de sujets. Moi, je suis pas très impliqué. J'ai jamais été très impliqué dans le MEDEF. C'était pas du tout ma cam syndical, ça ressemble trop à un syndicat à la papa, comme ceux que je n'aime pas. Mais de l'autre côté, des gens sont appliqués et ont vu des choses bien, des choses pas bien, des gens très bien. Tu es toujours... non, tu as été pendant plusieurs années... Mais pendant 7 ans. Et c'était quoi ta fonction exacte? J'ai oublié. J'ai d'abord été au conseil d'administration du MEDEF 78 Yvelines. Je me suis occupé de la commission fiscale. Puis je suis monté au national en tant que président de commission nationale sur l'entrepreneuriat. Et puis une autre commission sur les nouvelles responsabilités entrepreneuriales. Voilà, les nouvelles responsabilités entrepreneuriales. C'est bien pour ça qu'on parlera ensemble de la loi Pacte. Dans le sens de... Alors, tu dis quoi sur le fait que personne ne s'intéresse à la présidence du MEDEF? C'est-à-dire qu'en gros, je crois que ça devient un autre sujet dans l'absolu. Mais c'est une bonne ou une mauvaise chose pour toi? De quoi, que ça devienne un non-sujet? Oui, que ça devienne un non-sujet, que personne ne s'y intéresse. C'est de pire en pire. Ah, ben pour moi, c'est une bonne chose, en fait, au contraire. Parce que oui. La non-représentativité, y compris charismatique des dirigeants, et j'ai rien contre Geoffroy Leroux de Bézieux, ni ses potentiels remplaçants, ou remplaçantes, c'est juste... Voilà, on a un système qui aujourd'hui n'arrive pas à s'entendre. Il faudrait donner une vraie place à ces syndicats, quels qu'ils soient. Mais ils l'ont... alors, je vais te dire, parce que en fait, j'ai changé d'avis là-dessus, j'ai réfléchi. Au départ, effectivement, je me disais, bon, ça n'a aucun intérêt et c'est dommage. En fait, j'ai radicalement changé d'avis. L'important, c'est le MEDEF. L'important, c'est le patronat et l'important, c'est la capacité qu'a cette organisation à porter des revendications et à négocier avec les syndicats de salariés comme ils le font, en fait, de manière assez efficace depuis quelques mois. Le sujet qu'il y a eu avec les patrons du MEDEF emblématique, Célière, Laurence Parisot, etc., c'est que tu as une dimension personnelle, médiatique, starification,
qui est venu assez régulièrement brouiller en fait un message patronal En classique. particulier quand ils n'étaient pas aimés. Bah, non, mais même le porte-à-faux entre Laurence Parisot, pour laquelle j'ai une grande admiration, et la réalité du monde patronal français, il est mais radical, orthogonal, comme dirait Emmanuel Macron. Ernest Antoine Sélière avant lui, mais lui c'était avec la société. Oui, c'est pas possible, quoi, tu vois. Enfin, le XXe siècle. pardon, truc de boomer, mais enfin les Guignols l'avaient fusillé pour le restant de ses jours, le baron Sélière. Voilà ce que je pense. Et donc finalement, d'avoir un homme ou une femme. Mon sentiment, c'est que ce serait sans doute encore mieux si c'était Dominique Carlac. Je pense qu'ils sont parfaitement interchangeables, mais bon, peu importe. Mais d'avoir un homme ou une femme qui sont des techniciens, des bons chefs d'entreprise qui gèrent leur boîte et qui vont aller négocier calmement avec des syndicats responsables, finalement, c'est ce qui... Dans ce sens-là, tu as raison. Dans ce sens-là, tu as raison. Surtout pour revenir sur tes lignes rouges, qu'on est quand même sur des sujets qui parfois sont des sujets extrêmement techniques. C'était juste là-dessus justement. Ouais. J'ai commencé à m'intéresser en fait à toutes ces problématiques. Est-ce que ce gouvernement va devoir affronter? Parce que on parlait des syndicats et le MEDEF est un agrégat de différents métiers. Donc il y a de la politique en interne aussi. Être le patron d'un syndicat, c'est compliqué. Être le patron d'un gouvernement tel que celui qu'on a aujourd'hui, avec une majorité inexistante à l'Assemblée, on va se le dire, c'est très compliqué à ce moment-là, parce qu'on a une première ministre qui a donc forcément plutôt des appétences de mémoire de gauche, avec un ministre des Finances qui a plutôt des appétences de droite, et donc là, forcément, sur les sujets que tu as listés, que je ne connais pas au détail, tu as des frottements, et c'est extrêmement difficile à ce moment-là, pour le patronat en particulier, qui normalement devrait plutôt défendre un certain nombre de choses, mais pour les syndicats en face aussi, de se positionner par rapport à ce qui est faisable, pas faisable, acceptable ou pas acceptable. Et je pense que la sensation des Français, je finirai là-dessus, pardon, la sensation des Français qu'ils n'ont pas été entendus, que les syndicats n'ont pas été reçus, que les syndicats n'ont pas été entendus, c'est parce qu'en fait ça traite de plein de sujets où on revient en arrière sur des trucs, on en rajoute, on remet des couches. C'est jamais clair et ça change tous les 3-5 ans. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Mais tu vois, j'ai un peu cette sensation-là. Ouais, mais enfin, je vais laisser Aziz s'exprimer. Comment est-ce que tu es d'accord? Le CHSCT, pour le dire rapidement, ça a été, enfin les ordonnances Macron-Pénicaud, c'est une division par 3 de l'ensemble des représentants, des heures de délégation, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, des heures de délégation dans les entreprises. C'est tout simplement de la productivité en plus, quoi. Ah bon? Ah bah oui. Ah oui, mais t'as pas dirigé une boîte avec un CHSCT, toi? Non. Ah bah mon pote. Oui, mais le tissu. Bienvenue au club. Le tissu des entreprises. Moi j'ai fait ça, moi. Une nouvelle structure. Moi j'ai fait ça, moi, si tu veux. Moi j'aurais même pas imaginé. Ah mais en matière de perte de temps, tu sais que. Je sais bien. Mais après, la queue à la poste peut-être peut être comparable, mais il y a assez peu de choses. Vas-y, Aziz. Bon, mais c'est valable pour ça et c'est valable pour tout le reste. À chaque fois, on vient alourdir de nouvelles pesanteurs administratives, juridiques, l'activité, comme si dans cette période, on n'avait pas besoin, comme tu viens de le dire, de dégager du temps pour pouvoir être plus productif. On dit qu'on veut faire la semaine des 4 jours et en même temps, on veut encore réduire les activités. Il ne s'agit pas de nier des droits, il ne s'agit pas de dire il ne faut pas de représentants ou il ne faut pas d'instance pour regarder ce qui se passe, pour proposer, pour être copartenaire de la croissance de l'entreprise. C'est simplement que c'est encore alourdir. Et c'est dans l'intérêt de qui? Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des salariés ou c'est plutôt celle des syndicats? Ah, mais évidemment. Donc, on n'est pas dit, mais il faut le dire. Il faut le dire aussi aux salariés en disant c'est peut-être pas uniquement dans votre intérêt ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je suis aussi, pour avoir vu un peu dans les coulisses, il faut de temps en temps laisser 2-3 choses à se mettre sous la dent d'un point de vue public, d'un point de vue communication, dire qu'il y a les salariés qui vont discuter avec le patronat, il faut mettre ça en vitrine, montrer qu'il y a un débat. L'État essaye de mettre la main dessus parce qu'il y a un enjeu politique et électoral derrière, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que 95% des accords, branches, fédérations, patronat, salariés, enfin ces deux parties prenantes, ils se font au quotidien de manière paisible et quasiment toutes les semaines, il y a un accord qui se fait dans les entreprises et entre les fédérations, etc. Donc là, il faut faire un peu aussi de montrer qu'on sert à quelque chose, quoi. Oui, mais on va en parler après. Alors, ça s'appelle l'interprofessionnel, l'interpro, comme disent les spécialistes. L'accord sur le partage de la valeur, il a été négocié, syndicat, patronat, tranquillement, pendant 6 mois. Tu as un résultat qu'on a beaucoup détaillé, dont on va reparler. Donc, et ça marche quand même. Oui, mais en créant quand même des effets de seuil quand même. Ah, bon, ouais, mais toujours, tu auras un effet de seuil. Non, t'es pas obligé. Oh bah, si.
Ah bon? Bah, t'es obligé d'avoir un effet de seuil. Tu peux pas. Enfin, attends. Nicolas, comment est-ce que tu regardes ces histoires-là? C'est toujours ce que vous évoquiez au niveau des syndicats. Le problème, c'est que le décalage qu'il peut y avoir de la perception des citoyens, des salariés que nous sommes, c'est qu'aujourd'hui, on a des syndicats qui représentent plus qu'eux-mêmes. Puisque, comme tu le sais, dans les élections aujourd'hui, ça représente moins de 5% des salariés. Bon, donc on a un décalage qui est quand même relativement important. C'est le même problème un peu que les partis politiques d'ailleurs. C'est assez marrant. T'as de moins en moins de gens qui te votent. Et donc derrière, tu te retrouves avec des décalages lorsque, notamment médiatiquement, tu vas mettre tel sujet sur la table qui va être focalisé par les médias. Et là, tu te dis, les autres, ils découvrent. Alors que dans nos TPE et nos PME, globalement, ça fonctionne plutôt très bien. Hein, objectivement. Ah oui. Ça fonctionne très bien. Bon, voilà. C'est vrai que dès qu'on rajoute les couches, moi je suis assez partagé. Les effets de seuil, on les connaît tous, hein, on les contourne. T'es obligé d'en avoir des effets de seuil. Oui, Tu peux pas. Alors là, pour le coup, je me fais même pas l'avocat du diable, mais enfin, tu sais que tu as des seuils dans les entreprises. Alors, reste à les définir. Peut-être le seuil de 50 n'est pas forcément pertinent, et l'ensemble de ceux qui ont regardé ça de très près, c'est un seuil de 60 serait plus intelligent. Si ma mémoire est bonne, le seuil européen, il est à 250. Non, mais tu as différents seuils. Tu as différents seuils, mais tu as un seuil, tous les chefs d'entreprise, je ne sais pas si dans ton expérience tu vois ça, mais je crois que tu vois ça, on en avait déjà parlé. Le seuil de 60 est un seuil intéressant, et on dit, les experts du management te disent, à 60 salariés par exemple, tu es obligé d'embaucher un DRH. À 60 salariés, tu ne peux pas être et le patron et le DRH, par exemple. Enfin, voilà. Donc ces seuils, ils existent. Et qu'il y ait en face des éléments réglementaires qui viennent sanctifier... Marquer ces seuils me semble pas... C'est ce que je te dis, toutes ces règles sont enfin, je sais pas qui t'a donné ça, mais bien avant. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à 25 salariés, tu dois avoir un DRH. Oh, je sais pas. On ne rentre pas dans ce débat, mais je suis pas sûr là. On en parlera si vous voulez. On en a 25 ici à Bismart, on n'a pas besoin d'un DRH, hein, franchement. Mais t'as qui? En fait, t'as qui? T'as des journalistes, t'as des techniciens du média. C'est des gens très bien. Justement, c'est des gens qui sont impliqués dans leur entreprise. C'est des gens que t'as pas besoin de. Ce que veut dire Stéphane, c'est que tu galères en termes de ressources humaines, tu galères pas de la même manière en transport et BTP que dans le milieu journalistique. T'es un artisan du bâtiment, t'as 15 salariés ou 20 salariés. Si t'as pas quelqu'un qui à la RH gère les conflits. Ah bon, c'est vrai? D'accord. Alors, pardon Nicolas. Je connais pas le bâtiment. Non, mais les effets de seuil, parce qu'en fait, les effets de seuil, ils sont découpés, les montants, on s'en fout. Ils sont découpés à la française et ça tombe sur tout le monde. Ça s'appelle un effet de seuil, ouais. Non, mais tu peux faire un effet de seuil, ça dépend si tu es au Syntec numérique ou si tu es à la convention collective du bâtiment ou de l'industrie automobile. Ah, d'accord. Les boîtes ne sont pas du tout la même taille. Alors là, je me tourne vers Nicolas. Des seuils par secteur, tu voudrais. Évidemment, mais c'est comme le partage du profit. Alors à partir de 11, tu peux avoir droit à la participation, à l'intéressement, mais en dessous, non. Sauf si tu fais machin, donc tu fais un PE, puis ensuite tu es obligé de le faire au-dessus de 50. Enfin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mec, il a 2 employés, ça marche hyper bien. Il voudrait leur faire bénéficier. Ah bah il peut. Il peut. Dans l'autre sens, non, en revanche. Tu vois, et donc c'est ça qui gêne, c'est que le mec se dit... Comment ça, dans l'autre sens? C'est-à-dire que tu t'es obligé à un moment donné. Tu peux pas faire... Oui, à un moment, tu es obligé. C'est l'accord qu'ont passé ensemble les syndicats et le patronat. Non, les syndicats qui représentent 5% des salariés et les syndicats patronaux qui représentent 5% des patrons. Oui, mais alors là, mon pote, excuse-moi, ils ont qu'à se lever et aller voter. Hein. C'est pas très compliqué, tu peux même voter par Internet, t'as même pas besoin de te lever. Ah, ça, je suis d'accord. Mais c'est ce que je te disais, c'est pour ça que moi, je n'ai pas d'appétence, par exemple, pour le syndicat qui représente le patron des patrons. Moi, il n'a jamais représenté le patron des patrons. Ça c'est une question de fond. Mais oui, c'est une vraie question de fond. Non, mais on parle... Ça part dans tous les sens. Non, Stéphane, parce qu'en fait, ça va avec c'est le mécanisme à la française, et je le comprends qu'il faut. Mais pourquoi à la française? Partout, tu as des effets de seuil. Ouais, mais ils sont pas comme ça. Nous, on a mis 40 effets de seuil. On en a plus que les autres. On a un bon du travail. J'appelle même plus ça un droit du travail. C'est une vraie question, et ça pose la question de la réforme de ces organisations patronales et salariales. C'est comment elles peuvent devenir plus représentatif. Alors, tu as 2 façons de voir les choses. Soit tu la vois côté offre, en disant est-ce que la CGT, le MEDEF, la CPME, etc., ont des propositions intéressantes et attirent de nouveaux adhérents, ou tu peux la voir aussi, et c'est une problématique française pour le coup, de l'engagement. C'est valable pour les ONG, c'est valable pour les partis politiques, c'est valable pour les syndicats. Cette baisse de l'engagement, les gens n'ont plus envie de s'engager. Ou quand ils s'engagent de manière différente, et donc ça appelle à une adaptation de l'offre. Et ce que dit Stéphane, je suis d'accord avec lui, pour l'avoir vu sur le terrain, c'est que les gens te disent je vais adhérer à une organisation, quelle qu'elle soit, mais ça me rapporte quoi? Ça me rapporte quoi? Concrètement, c'est ça. Tu te retrouves face à un chef d'entreprise, PME généralement,
le mec doit payer 500, 1000 balles de cotisation. Qu'est-ce que ça me rapporte? Alors, le MEDEF, par exemple, que je connais bien, tu as toute l'infrastructure pour pouvoir faire du chiffrage, pour te donner toute la data dont tu as besoin. Oui, et puis le support légal. Et puis le support légal, fondamental en France. D'accord. Évidemment. Mais quand tu es un responsable de PME avec 50 ou 100, est-ce que c'est vraiment ça dont tu as besoin? Ah oui. Non. Après, tu choisis. Mais tu as besoin. Je m'inscris en faux. C'est pas ta première demande. Hein. Bon, après, ton expert comptable peut le faire, mais enfin, tu as quand même besoin, c'est pas mal, pas ta de lâcher quelques centaines d'euros pour avoir un accompagnement juridique, social, etc. qui soit d'équerre. C'est pas ta première demande, crois-moi. Non, mais évidemment que c'est pas ta première demande. Pas la première demande. C'est à ça que ça sert, quoi. Et quand tu as l'offre, moi, pardon, mais c'est du foutage de gueule. L'offre, elle est disponible partout. On est libéraux, mon cher Stéphane, profondément libéraux. Les gars n'ont qu'à se prendre en main et aller voter. Et s'ils ne sont pas contents, à ce moment-là, ils créent leur truc. Exactement comme Nicolas l'a fait pour la politique. Mais quand je dis l'offre, je parle de l'offre de service, de la proposition de valeur. C'est ça. C'est pas d'aller amener tout à chacun. On est des entrepreneurs. On se débrouille, je vais rester correct. On se débrouille, on va chercher l'info. Mais je parle d'offre de service, d'offre de service syndicale. Ouais, moi, en synthèse, sur 2 points. D'abord, je vais revenir, on l'avait déjà abordé une fois. Si on veut réformer un tout petit peu le système, il faut mettre en place le chèque syndical qui permettrait déjà à chaque salarié d'attribuer le montant au syndicat de son choix. Ça permettrait de diversifier la concurrence au niveau des syndicats et d'arrêter de financer par le haut et de faire financer directement par les salariés pour qu'ils se sentent plus engagés et que ce soit chaque salarié qui décide de donner l'argent, concrètement, au syndicat qu'il veut. Et ça permettrait de créer plein de nouveaux syndicats. Je referme juste la parenthèse là-dessus. Forme de vote obligatoire. Non, mais tant qu'on ne réformera pas ça, on aura toujours le même problème et on pourra rediscuter de ça pendant 15 ans. Le deuxième sujet au niveau des seuils, vous avez tous les 2 raisons, messieurs, c'est que d'abord, il faut un niveau de seuil pour une raison très simple. Moi qui ai eu la chance de monter des entreprises de 0 à 250 salariés, quand tu mets en place ton intéressement, ta participation, si tu n'as pas tes représentances du personnel pour représenter tes salariés et signer pour tes 200 salariés, et à l'inverse, s'il fallait négocier avec chaque salarié pour faire signer l'avenant, tu t'en sors pas. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a, comme le Code du travail, comme on a parlé du droit civil, on a complexifié le système, on l'a alourdi, on a rajouté trop de seuils, et c'est ça qui complexifie. Donc on a les champions de la compétition, moi je le vois encore, c'était encore la semaine dernière, j'aidais un chef d'entreprise qui avait 200 salariés, alors il n'a pas de comité d'entreprise, il a créé 12 structures, il y a 25 personnes. Si, 200 salariés, il a un comité d'entreprise quand même. Non. Je pense qu'il y va. La réponse est non. Il a créé autant d'entités par effet de seuil pour pas dépasser. Et il y a un moment, je me dis... mais le mec, il faut arrêter. Mais il y a un moment, il faut assumer. Il y a un moment, il faut assumer. Et on a les syndicats, on a les représentants que l'on mérite. Non, mais tu te rends compte l'énergie que ça a dû lui coûter d'essayer de contourner juridiquement, parce que mais c'est n'importe quoi. Avec un risque en plus par-dessus. Ah oui, il a tous les risques de requalification de la terre. Je dis, et j'en parlais justement avec ce dirigeant, parce que je lui disais, on a les syndicats et les représentants du personnel que l'on mérite. Je ne suis pas d'accord, Nicolas, mais alors 100% pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, pardonne-moi. Ouais. Je ne comprends même pas qu'un garçon intelligent comme toi puisse dire ça. Oula. On le voit tous les jours. Je veux dire, ces effets de seuil, en France en particulier, parce qu'on a encore cette culture, pardonnez-moi de m'agacer, qui me touche profondément, du conflit capital-travail. On est encore au 19e siècle. Tu as des discours dans n'importe quelle entreprise où tu rencontres des mecs dont la spécialité et d'être le représentant syndical de son entreprise. Et quand il arrive, il quitte une entreprise, parce qu'il est invirable, je vous le rappelle, il va dans une autre entreprise, ça fait pas 3 mois qu'il est là, il se fait réélire, et il est là que... Mais Stéphane, je les ai jamais eus, moi. J'en rencontre tous les jours des Non, pas tous les jours, j'y crois pas. Je ne rencontre pas les mêmes que toi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tout ça est fait pour les CAC 40. Alors, c'est eux qui embauchent le plus. Tout ça est fait pour les grands groupes, avec des services RH de 80 personnes. Moi, je côtoie des gens, on est sur les effets de seuil. Je n'ai que des mecs qui sont TPE. Si on veut des ETI à l'allemande, si on veut des boîtes comme ça, il faut qu'on arrête ce genre de conneries. Parce que dès que tu commences à avoir 50, 60, 100 salariés, 150, t'en as. Tu vas en recruter un, forcément. Tu vas en recruter un, tu vas pas le voir arriver. Donc, je suis ravi si Nicolas le voit arriver. Non mais moi je suis pas un extraterrestre, je suis chef d'entreprise depuis 25 ans. J'ai monté des boîtes de 50, 100, 150, 200, 250 personnes.
T'as bien vu qu'à un moment donné, tu peux échapper le risque de tomber sur quelqu'un de mal intentionné. Ça ne m'est jamais arrivé. Tant mieux, Mais ça ne m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours géré les ressources humaines. Nicolas, tu es dans un secteur très particulier. Alors, non, mais je voudrais juste rajouter une chose, c'est que ce que tu dis est peut-être juste pour un secteur donné, avec une expérience donnée. Moi, pour avoir côtoyé surtout des entrepreneurs à taille humaine, c'est-à-dire jusqu'à 150, 200 salariés, ça ne veut pas dire que c'est inhumain après, mais... Voilà, on est dans la grosse TPE, dans la petite PME. Il y a une vraie trouille des chefs d'entreprise avec ces effets de seuil. Il y a ce que tu dis, par exemple, dans le bâtiment ou dans le transport de marchandises, mais c'est monnaie courante. Je ne dépasse pas les seuils, je monte une boîte, j'en monte une deuxième, je market pour faire une spécialité un peu particulière. Mais ça existe, c'est courant. C'est courant chez les petits. Et ce qui est intéressant d'analyser, c'est pourquoi c'est fait. Pourquoi ils dépensent autant d'énergie? Par peur. Ils ont la trouille. Ces chefs d'entreprise préfèrent transpirer à faire ça plutôt que d'avoir ou de tomber sur le gars que décrit Stéphane, qui n'est pas une généralité, mais qui existe, et c'est un risque énorme. Mais non, c'est pas un risque énorme. Pourquoi Mais non, si effectivement tu as la capacité de discuter à peu près correctement avec tes salariés, tu vas le marginaliser, ce gars-là. On l'a tous vécu, on l'a tous connu. Mais non, c'est pas un risque énorme. Marginaliser un gars dans ton entreprise, ça tu sais, franchement, en fait, Stéphane, moi, je renverrais presque dos à dos. Effectivement, le syndicaliste anticapitaliste proudhonien que tu as décrit, et puis le patron qui va se faire ses petites filiales à la noix pour être sûr de l'éviter. Les deux, je les renverrai presque dos à dos. Je n'ai absolument pas validé ce que fait le patron, mais plein. Plein de filiales de 49 salariés. Et ça me rend dingue à cause de ça. Il y a une différence entre les deux que tu décris. Il y en a une fondamentale. Il y en a un qui est idéologue et convaincu de son idéologie. De détruire. Et de l'autre côté, c'est un comportement qui est lié à la trouille. C'est la peur qui préside. Je crois qu'il est un peu idéologue aussi de l'autre côté, à mon avis. Vous savez quoi? On va marquer une pause, les amis. On repart, les amis. On en reparlera ensemble de l'ensemble de ce débat passionnant. Aziz, à chaque fois, je te le dis, d'ailleurs, à chaque fois, ça m'ennuie un peu de parler d'immigration quand tu arrives, voilà. Mais en même temps, tu es aussi celui qui réfléchit au plus. Oui, j'ai mis Passion triste. Alors, c'est un très beau titre. J'ai trouvé très beau titre d'un éditorial des Échos, je crois, ce matin, Passion triste. En fait, je te l'ai envoyé d'ailleurs, en regardant sur le téléphone portable l'application du journal Le Monde, j'en ai fait une capture d'écran. Je ne sais pas si on va voir la capture d'écran. Alors c'est un peu petit, mais donc. En fait, le prisme du truc, donc là, on est au moment, ça doit être lundi ou mardi, quand LR a déposé rendu public ses projets de loi. Et en fait, le seul sujet finalement sur lequel les journalistes s'accrochent, c'est le gouvernement cherche à s'extirper du piège tendu par les Républicains. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit là, à l'intérieur, tu as un commentaire sur ça va être la grande foire au n'importe quoi si on laisse ce texte arriver devant l'Assemblée nationale. Vu les enjeux que tu nous décris, Aziz, avec passion, notamment sur le travail, notamment sur l'ensemble de ceux qui aujourd'hui pourraient venir renforcer la machine de production du site France. J'ai trouvé que c'était pas à la hauteur des enjeux, quoi. Voilà, et que c'est jamais à la hauteur des enjeux, en fait, le débat. Ce sujet-là, il est toujours évidemment touchy, et ça dépend évidemment le prisme par lequel tu regardes. Si tu es dans un parti politique, tu joues sur les passions et donc forcément tu vas passionner et pousser au maximum sur le sujet. Si, comme nous, autour de la table, tu es raisonné et que tu regardes cette immigration comme une question d'abord de ressources humaines, comme d'abord un outil et un levier pour le développement économique et la croissance économique, forcément c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de dire que l'immigration, je vais faire sauter un certain nombre d'élus, c'est 2% de plus dans le PIB. Les immigrés aujourd'hui, c'est plus 2% dans le PIB. C'est pas moi qui le dis, c'est le FMI.
C'est pas beaucoup, 2% dans le PIB, mon cher Aziz, j'aurais pensé plus, moi. Parce que c'est... J'aurais pensé plus ou moins, mais 2%. Attends, quand tu dis ça, c'est immigré. Et puis surtout, immigré, c'est quoi dans ces cas-là? On y arrive ce matin. C'est pas toi, Aziz, c'est pas les gars qui sont nés ailleurs, qui sont venus et qui sont là depuis 20 ans. C'est 30, très 40. intéressant ce matin, il y avait sur 50. BFM le rendu d'un sondage où on interrogeait les gens de savoir combien il y avait d'immigrés en France. Certains Français répondent qu'il y a jusqu'à 50% d'immigrés. Parce que je te la fais courte, excuse-moi, je vais être un peu cash. Un noir, un arabe, un immigré, un musulman ou que sais-je, tout ça c'est pareil. Il faut déjà expliquer ce que c'est qu'un immigré. Non, mais si tu remontes sur 10 siècles, il doit avoir raison. Mais c'est extraordinaire, il y a une pédagogie. Il y a 10%. Bon, mais attends. Restons... 10%. 10%. Et ils sont plutôt jeunes par rapport à la moyenne nationale. Mais tu parles de quoi? Tu parles d'immigrés, des gens qui sont étrangers, établis en France avec une carte de séjour. Voilà. Légaux, donc. Voilà. Oui, légaux. Étrangers c'est établis important. en France avec une carte de séjour. C'est la définition d'immigré. D'accord. Moi, je m'interroge toujours aussi sur ce sondage-là qui est sorti. Un Français sur deux qui dit qu'il y a trop d'immigrés. C'est 56% exactement. Trop d'immigrés, alors qu'on leur explique qu'on est en plein débat sur les retraites, qu'on a des problématiques dans les restaurants, sur les chantiers, etc., où on ne trouve pas de manœuvre. Et quand je regarde les chiffres de la démographie, je m'aperçois que pour 2023, par exemple, l'INSEE nous dit que c'est 1,8 enfants par femme. Donc, on est en fait, cette histoire d'immigration, elle n'est vue qu'à l'aune, encore une fois, un peu comme le sujet précédent, qu'à l'aune de la peur. Des passions, la des trouille. peurs. Ouais, je suis De d'accord. la trouille. On devrait plutôt regarder ça de manière dépassionnée, en mode RH. Ouais. L'immigration, c'est une réponse à notre machine économique. Ouais. On a besoin dans tel secteur. Ça marche bien chez les maraîchers, ça marche bien dans l'agriculture, ça marche bien dans les vignobles. On a des contrats saisonniers, les gens viennent, et ça se passe bien. Pourquoi pourquoi c'est rhétorique. Hein. On voit bien qui a intérêt à ce que ça prenne feu. La petite flamme, c'était aussi mais... le logo d'un parti. Voilà, c'est dit. Ouais, C'est bien dit. ouais, même si je pense qu'Aziz, il faut pas remettre toute la responsabilité auprès du RN non plus, si tu veux. Parce que derrière les enjeux politiques, il y a ce qui est vécu aussi au quotidien. Et après, tu as des sujets quand même d'intégration au niveau du pays. Et aujourd'hui, on a toute une partie de nos immigrés qui s'intègrent, qui respectent les lois françaises et pour lesquelles ça se déroule très bien et qu'on intègre parfaitement. Mais il y en a une autre partie où ça semble parfois un peu plus délicat et un peu plus difficile. Et cette perception qui est vécue par les Français de manière lambda, aujourd'hui, c'est le ressenti qu'on Oui, a. mais on ne parle que de ça, tu comprends? Oui, c'est Nicolas. vrai, C'est ça c'est le vrai. sujet. Et le discours calme, simple, d'essayer de regarder l'impact Stéphane, économique, RH, comme vient de le dire Aziz, tu l'entends jamais. C'est pour ça que je voulais qu'on le dise juste là. Rationnel et Voilà. factuel. Je sais pas, on va pas rentrer dans un Ah, mais débat là, qui de là- toute façon nous dépasse, mais là où Aziz a raison de rappeler un peu des choses un peu claires, il manque d'ailleurs un vocable, si je peux me permettre, parce que je pense que les Républicains jouent avec les mots aussi, parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est l'immigration illégale, qui à la fois n'est absolument pas dans l'intérêt même de la personne qui vient dans notre pays. malheureusement, Parce qu'elle n'a Stéphane, pas de- je Non, mais- crois que ça va au-delà dans la mais- logique de ces gens-là. tu vois. Mais c'est pour ça que c'est important de rappeler qu'en fait, il pourrait y avoir un vrai sujet de risque, même sanitaire, etc., même pour les gens qui viennent. Parce qu'ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien. Donc en fait, Bien même sûr. pour eux, c'est-à-dire d'un point de vue humaniste, c'est ça qu'on devrait éventuellement encadrer, juguler. Alors est-ce qu'il faut donner des cartes de séjour à tout le monde? J'en sais rien, c'est pas mon sujet. Mais tu vois, à la limite, c'est le vrai sujet. Il pourrait être dans un déséquilibre réel. Et Bien. t'as mis le doigt sur quelque chose aussi, c'est que l'immigration, c'est un sujet qu'il faut regarder de manière rationnelle. Et après, c'est une fois qu'on a dit on fait venir des immigrés, c'est des conditions d'intégration. Intégration économique, évidemment, intégration sociale, le logement. L'identité. Je peux t'en parler pendant 4 heures. L'identité. La langue, la culture, C'est l'identité. toute cette transmission pour qu'il y ait la greffe. La greffe, parce que c'est une Le greffe. creuset. Ouais, le creuset. Le creuset. puisse se faire au mieux. On n'a plus été capable de créer cette... Bien. Allez. Dynamique entrepreneuriale. Oula. Très intéressante étude
du fonds de capital risque Accel sur, tiens, après les immigrés de deuxième génération, voilà les startups de deuxième génération. On va pas y passer une heure, mais les chiffres m'intéressent vachement. Donc, alors la plus célèbre mère de toutes les startups, on va dire, ça reste PayPal quand même. Hein. PayPal qui a donné, j'avais raté YouTube moi. Je savais pour LinkedIn et Tesla, mais c'est aussi des gars de PayPal qui ont créé YouTube. C'est pas mal quand même. Hein. Ça fait, voilà, ça se pose là. Et donc là, on va le voir avec Doctolib, mais les 25 plus grosses startups en France sont à l'origine de 142 nouvelles entreprises. Criteo, donc des anciens de Criteo, en ont monté 31, des anciens de Blablacar en ont monté 24, et donc là c'est l'image que nous apportaient les Échos, donc avec ce cabinet américain d'ailleurs qui s'appelle Accel. Les anciens de Doctolib en ont fondé 12, dont aucune n'est dans la santé. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que ces licornes, aujourd'hui, elles apportent du savoir-faire, en fait, de création d'entreprise à ceux qui, derrière, iront essaimer. Et elles apportent aussi, et ça, je pense que Stéphane, tu vas avoir 2-3 trucs à nous dire là-dessus, elles apportent aussi du capital à travers un certain nombre de dispositifs, nés d'ailleurs de la sortie de la crise des pigeons, et notamment les BSPCE, qui permettent à ceux qui accompagnent l'aventure d'une société très très bien valorisée de sortir avec un petit peu de capital. Et qu'est-ce qu'ils font de ce capital, mesdames, messieurs? Non. Ils ne vont pas acheter un yacht. Ils vont l'investir dans une autre entreprise. Alors, voilà, parfois même des dizaines. Hein. C'est pas une entreprise, c'est... Voilà. Non, mais ce qui est sympa... J'aime cette histoire. Alors, Stéphane, je te reconnais bien là. Et je m'inscris forcément dans le fait qu'on aime ça, parce qu'en fait, l'entreprise... Non, mais... Attends, parce que quand je comprends non, ça... parce que oui, moi, j'avais compris que derrière, il y allait... Ce serait intéressant que tu nous poses la question. Alors, nous, on n'est pas Doctolib, tu vois, on n'est pas Blablacar, on n'est pas... Voilà, bon. Mais moi, ça fait 22 ans, ma première entreprise, c'était il y a 22 ans, je pourrais te faire le calcul, mais je pense que je suis à l'origine de toute petite entreprise, mais d'une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine d'anciens collaborateurs, dans mon secteur évidemment, ou dans le secteur du digital, qui au bout de 3, 4, 5 ans chez nous, BSPCE ou associés ou fantôme share ou pas, à un moment donné ont pris leur envol, et j'ai toujours eu, et Carl aussi, hein, mon associé, une énorme fierté. Ça, c'est géant quand tu as un bon collaborateur. T'as 30 gars qui ont bossé avec toi, qui ont monté des boîtes derrière. C'est beaucoup quand même. Entre 20 et 25. Entre 20 et 25. Entre 20 et 25. Alors ça reste très proche de nos secteurs. Tu vois. Enfin, un ou deux qui ont monté une boîte d'IT, le reste, ils ont tous monté un cabinet de Gespat, une agence immobilière. Ah bah oui. Mais ça finit, tu vois, c'est des petites boîtes à 1 million de chiffre d'affaires, 1,5 million de chiffre d'affaires. Je disais juste que c'est un truc qui est intéressant, mais qui reflète finalement, je pense, dans le management. C'est pour ça que là, pour le coup, je rejoindrai Nicolas. Parce que nous, on n'a pas eu de problème finalement de prud'homme, de machin non plus. Aussi parce qu'on a nos collaborateurs, on les pousse à la performance pour nous, voilà. et pour eux aussi. J'amenais juste cette proportion-là. Ça y est, il a vu la Vierge. Parce qu'en revanche, on peut voir un côté un peu pessimiste en revanche, à ce que des grands mecs de chez PayPal, enfin des mecs câblés de chez PayPal, de chez Google, de chez Facebook, s'en aillent pour monter demain d'autres boîtes sans être concurrents. On se dit que c'est qu'ils y étaient peut-être pas si bien, qu'ils n'ont pas été aussi bien intéressés pour qu'on les garde. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Je dis juste, on ne sait jamais, je pose la question. Je dis juste... Non, quand le terreau est fertile, c'est assez logique d'ailleurs, quand tu es dans des environnements entrepreneuriaux aussi importants, tu attires aussi cette typologie de profil. Et ça me semble complètement naturel et parfaitement vertueux. Je trouve ça génial que plein de nouvelles pousses naissent, entreprennent, investissent, co-investissent. J'irais même plus loin. Je pense qu'en interne, ça doit susciter des envies de se dire. Ouais, bien sûr. Ah, c'est ça, monter une boîte. Mais t'as même des boîtes mais j'imaginais en fait, devenir entrepreneur et donc j'y vais. Attendez, pas ensemble. Ouais, tout à fait. Le salarié qui, au départ, le collaborateur qui est recruté sur un poste et qui, dans son équipe, voit l'entreprise évoluer, etc., se dit, ah, mais c'est ça une boîte, c'est ça une organisation. Bah, je peux le faire. Et l'idée qu'il n'avait pas au départ de se dire j'en suis capable et je peux le faire, et ben d'un coup, par la pratique, il le fait et il va le faire. Et c'est probablement comme ça qu'on se retrouve avec un gars de chez PayPal qui va monter YouTube. Mais tu as deux phénomènes, Aziz, en fait, dans la création d'entreprise. Ça, je l'ai remarqué aussi, c'est flagrant. Tu as les environnements qui sont générateurs, qui attirent, tel que je viens de l'évoquer là, des talents, parce que
c'est assez, j'allais dire, c'est assez naturel. Et le deuxième phénomène qui permet de créer aussi des entreprises à succès, c'est les crises. C'est quand quelqu'un se retrouve finalement au pied du mur parce que les circonstances ont fait qu'une boîte a fermé pour une raison X, Y ou Z, t'as jamais osé te lancer, là tu te retrouves au pied du mur, t'as pas le choix, et là, boum, tu prends le projet, et il y a comme ça des vocations qui naissent. Et ça, c'est toujours le côté intéressant, t'as la crise d'un côté, et t'as les écosystèmes extrêmement favorables qui sont générateurs, et c'est génial. C'est quoi un entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est un gars qui repère un problème et qui y répond, qui propose une solution, et Oui, mais des gens qui sont prêts à payer bien pour sûr. ça. Donc la crise, évidemment, c'est... Parce que souvent, on a la question de oui, mais en temps de crise, est-ce que c'est le bon moment de créer une boîte ? Je ne sais pas si vous l'avez dans votre entourage. Blablacar, hein. Bah, évidemment. Blablacar, c'est quoi ? C'est 2008, 2009, Blablacar. Ça doit être ça, oui. Oui, c'est en Non, mais je repensais plus à Criteo qui a vécu une très importante crise interne. C'est-à-dire, Criteo, si vous avez tous suivi ça, appuyé sur les cookies, donc retargeting publicitaire, comme on dit, appuyé sur les cookies. À partir du moment où les cookies ont commencé à disparaître, ça a été très, très challenging pour Criteo, qui est en train de totalement se réinventer dans le retail média, qui est un sujet là aussi passionnant, technique, mais passionnant. Et c'est peut-être là, alors ça, j'en sais rien, mais c'est peut-être là qu'effectivement, tu crées aussi des moments pour des cadres de l'entreprise de se dire tiens, j'ai une idée là et on va essayer de la réaliser. Anecdote parce qu'elle m'est arrivée. Vas-y, je t'en prie. Lundi midi, il y avait un type qui travaillait dans la gestion de patrimoine et qui avait plutôt l'image dans le groupe dans lequel il travaillait, 1000 salariés, d'être un peu celui qui arrivait avec des idées innovantes. Et là, il a une nouvelle idée pour, je vous passe le truc, digitaliser un peu la vente immobilière dans l'ancien. Il est allé voir ses patrons, dont il était associé à 1% de la boîte, comme tous les autres directeurs associés, tu vois, en leur disant, j'apporte ce projet. Et les mecs lui ont dit, bah, c'est super, c'est gentil pour l'effort groupe. Ouais. Bon, bah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris son projet. Il a pris son projet, il est parti. Salut. Voilà. C'était juste l'image que je voulais vous donner, parce que je dis pas que c'est mal, je disais pas que c'était négatif. C'est aussi sain que les mecs soient dit, tiens, qu'est-ce qui dit que les mecs sont pas allés voir Musk avec l'histoire de YouTube, et comme il les a envoyés valser, bon bah ils ont monté leur truc, puis ils sont allés se vendre à Google. Ils ont bien fait au final, au demeurant. Arnaud Montebourg, pareil. Ouais, alors là, bon. La présidentielle n'a pas marché, crise, Tac, sort de la paf. politique, Voilà. boum, il devient entrepreneur, il investit. Et il fait du miel. Ouais. Je Il sais fait du pas miel. ça. Ouais, je m'interroge, je m'interroge toujours sur la réalité de ces entreprises, de ces résultats. Non, il y a des boîtes, mais quel résultat, enfin, tu vois, je crois que c'est. Non, mais c'est, tu sais, c'est l'histoire de Zoom. Le créateur de Zoom, il est chez Cisco, C'est ça. et il vient leur dire, mais votre énorme truc là, on pourrait faire un truc beaucoup plus léger, machin. Et là, c'est plus en mode Kodak, c'est plus, mais t'y penses pas, on vend des dispositifs à 100 000 $, tu vas nous rendre la même chose gratuit dehors. Bon, voilà, il l'a fait. Ça a été Il l'a malade, fait. ouais. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur l'immobilier, mon cher Stéphane ? Crise immobilière, je reprends juste les éléments. Donc, passionnante émission d'1 heure là-dessus qu'on a faite hier, donc allez voir ça en podcast et en replay si ça vous intéresse. On est sur une crise qui dépasse évidemment le simple effet cyclique de l'activité. La Caisse des dépôts obligée de se porter au secours de promoteurs en grande difficulté. Les réservations d'appartements neufs qui avaient déjà chuté de près de 25% sur un an en 2022 sont à nouveau en recul. Et si on compare, dit Jacques Chanu, l'ancien patron de la Fédération française du bâtiment, avec les crises de 2008 et de 2020, la crise actuelle est plus brutale et plus violente. Et c'est que le début. Et j'en avais parlé ici, il y a déjà plusieurs mois, j'avais dit ça sent pas bon du tout. D'abord parce que les maisons individuelles, donc là c'est pas à cause du Pinel, c'est pas à cause de l'immobilier neuf défiscalisant. Les maisons individuelles ont déjà depuis plus d'un an commencé à être contractées dans les budgets, dans les capacités d'emprunt. Dès que la capacité d'emprunt des Français a commencé à se serrer, Du fait de la hausse des taux d'intérêt. individuelle, et quand je dis la maison individuelle, c'est le 80 mètres carrés, c'est pas le 200 mètres carrés, c'est contracté. Et alors là, ça sent très mauvais en général, parce que là, on n'est plus du tout sur des effets de mode d'incitation qu'on a coupé derrière, c'est monsieur, madame, tout le monde qui, à un moment donné, ont commencé à freiner. Et ça, en général, ça sent pas bon. Alors maintenant, on va pas revenir sur tous ces éléments-là. On sait que là, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a moins 25 par rapport à l'année dernière, mais il y avait déjà moins 22 l'année dernière sur l'année d'avant. Donc ça commence à faire beaucoup. Moi, je dirige dans les sociétés que je dirige pour le groupe Primonial aujourd'hui une marketplace de distribution d'immobilier pour les CGP. Je peux te dire que les chutes, c'est violent. Les promoteurs, ils en prennent plein les dents. Alors, on va pas les plaindre, on est d'accord. Mais en même temps, c'est parfaitement légitime vu le niveau des taux d'intérêt.
Alors oui et non. c'est pas un moment pour acheter. Si t'es rationnel, si t'es un agent économique rationnel, tu comprends tout à fait que Stéphane, t'achètes pas. si tu me permets, je vais citer Lionel Benamou, qui est un des associés de la centrale des SCPI, qui est un concurrent à moi. Je vais le citer quand même parce qu'il a fait une super publication sur LinkedIn. Je lui enverrai, je couperai ce que je vais dire. C'est super bien ce qu'il a fait, parce que c'est notre combat tous les jours. Alors vas-y. Depuis 2002, et j'en ai connu des crises depuis 2002, c'est d'expliquer à les gens qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment pour faire un enfant, comme il n'y a jamais de bon moment pour aller faire une balade, mais si, il n'y a jamais de bon moment pour faire un investissement. Stéphane. Alors attends, je fais tous les jours. Ah bah oui, ça je m'en doute que tu fais Investir dans tous des les SCPI jours. ou investir dans l'immobilier aujourd'hui, c'est quasiment le seul actif qui va se revaloriser selon l'inflation, aujourd'hui. Sauf les OAT de l'État qui ont eu la bonne idée de se valoriser sur les inflations. Ça, c'est autre chose. Donc en fait, c'est la classe d'actifs financières qui aujourd'hui est la seule qui peut être, avec une inertie, on est d'accord, résiliente si l'inflation s'installe à 4, 5, plusieurs mois. C'est hyper important pour les Français. Parce que le livret A à 3, c'est formidable, mais on est à 6 d'inflation, donc tu perds de l'argent. Donc première chose, c'est important. Ouais, mais nous fais pas trop l'article commercial quand même. Non, je vais très vite, Stéphane, je vais très vite. Les taux. Quand les gens ils me disent, ouais, mais j'emprunte à 4, je leur sors des dossiers avec le même client en 2011, 4,60. Et qu'est-ce qu'on a fait en 2016 1,20. Donc tu le renégocieras à ton taux. En fait, voilà. Et bien, typiquement, Stéphane, il n'y a pas de bon moment. Je peux te garantir, si on fait la seule chose qu'il faut avoir en tête, parce que là, on est rentré dans les 10 années pires de l'histoire de l'immobilier en France. Les Français se sont tous pris pour des marchands de biens. Ils ont tous voulu faire des coups immobiliers parce que l'immobilier montait, les taux descendaient, t'étais dans le paradis sur Terre. Mais vraiment, tu vois, tu sautais sur le truc à partir de Célier. Là, on revient à des choses qui sont très complexes d'un point de vue plus réglementaire, sur l'ancien comme sur le neuf, et c'est là où ça peut compliquer, pour le libéral que je suis. En revanche, d'un point de vue market timing, je peux t'expliquer par acte, te faire des projections. Si tu as du temps, et dans l'immobilier, Stéphane, tu dois avoir en minimum 8 ans, c'est la moyenne de détention d'un bien immobilier en France. Les parts de SCPI, c'est 20 ans. Et l'immobilier défiscalisant, c'est 13 ans. Je peux te prouver, mais avec des tableaux. Oui, c'est ça. T'as le bon de Que ça commande. J'étais en train de penser à la même chose. Je suis très sérieux parce que. Sors le carnet à souche, Stéphane. Vas-y. Lionel le dit sur LinkedIn. Tous les jours, comme je fais de l'immobilier depuis 22 ans, que je croise des gens, on me dit ah bah ça y est, c'est plus le moment d'investir en immobilier. Mais en 2009, il y avait des gens qui investissaient en immobilier. En 2010, il y avait des gens qui investissaient en immobilier. Et si les gens sont malins, regardez. Ok. Il y a des opportunités aujourd'hui. Il y a des opportunités. C'est le moment d'acheter la grande. C'est pas le moment, Stéphane, c'est pas le moment. Il y a forcément des opportunités. Non, mais J'ai une question. une chose est sûre, c'est pour tous les mecs qui ont des choses à vendre, c'est toujours le moment d'acheter. Je referme la parenthèse. Vas-y. Je défends pas pour le coup plus l'immobilier que le financier. Aujourd'hui, il est plus évident pour moi, en conseiller en gestion de patrimoine, avec l'AMF sur l'épaule, de te dire que si tu as dans un parcours réel de conseil, l'immobilier, tu es pour 10 ou 15 ans, tu as plus de possibilités que les choses changent en 10 ou 15 ans que d'aller investir sur les marchés Oui, financiers. Stéphane, mais pour où te tout est en répondre haut, sérieusement, évidemment, et l'immobilier reste, pour notre malheur, une passion française. Donc, le socle restera là. Après, ce qui te fait la différence entre une bonne, une mauvaise année, une très bonne ou une très mauvaise année, on est d'accord, c'est ce qu'il y a au-dessus du socle. Et aujourd'hui, rationnellement, tu peux considérer, si tu es au-dessus du socle, si tu n'es pas dans un besoin absolu d'investissement immobilier, tu peux considérer que c'est peut-être pas le meilleur moment. Voilà. Mais je te dis, il n'y a donc pas Ce qui explique ces mouvements de marché aujourd'hui. De bons moments. Le problème derrière, juste pour finir, c'est qu'en fait, la CDC va repasser derrière. Elle va acheter en bloc pour régler le problème des promoteurs. Mais c'est très bien. Bah, Elle c'est rachète super. en... Mais oui, mais Et elle, donc, elle- on continue à pas faire de pédagogie. avec les Non, Français, mais elle et rachète ils en bloc. continueront à- voilà, ils- Elle rachète en bloc à 60 ou à 70% du prix. Ouais. Eh ben oui. Oh, ça lui coûte du fric quand même, mais bon. Oui, mais ça lui coûte du fric, mais pour le coup, ça te donne... Elle va racheter les passoires. Non, Ah non, mais ça, on c'est parle du justement, neuf, c'est là, là, on c'est parle là, du VFA. là, 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 On parle du là, neuf, on parle du neuf. c'est là, Non, c'est là, on parle du neuf des promoteurs. D'accord. Les promoteurs vont se faire rincer, très bien. Pas tous, mais enfin quand même, une partie va se faire rincer, un petit peu comme des actionnaires quand une boîte se casse la figure. Et puis tu vas te retrouver avec des actifs qui vont être des actifs de très bonne qualité, entre les mains de la Caisse des dépôts, à 70% du prix de marché. C'est formidable, enfin, dans l'optique de la crise du logement derrière, une fois qu'on a parlé de la crise de la construction, c'est pas mal. C'est un petit coup cyclique qui est pas mal à On soit l'arrivée. bien d'accord pour pas que j'ai l'air de faire l'article. Non, je t'en prie. Le raisonnement que je tiens n'est pas un raisonnement sur l'immobilier neuf pur. Hein. Je parle de la question de est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier. Oui, on a Typiquement, compris, bien sûr. Dans les passoires thermiques, si tu es un peu malin, même à 4 de taux,
Investis dans les passoires thermiques, là, Ouais, parce qu'il y a là, je vraiment sais des pas. trucs à faire. Avec Ouais. toutes les aides que tu peux avoir, il y a un market timing sur le passoire thermique. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas? Oui, tu as des coûts pour les travaux non négligeables et surtout, on n'a pas la manœuvre derrière. pour Voilà, la c'est ça. réalité. C'est les bras, le sujet. Le sujet, c'est pas le J'ai prix. quelques sujets sur Versailles en ce moment, si tu veux, et je peux te dire que c'est très compliqué. Le sujet, c'est pas le pognon, c'est les bras, en fait. Non, alors moi, par contre, j'ai une question. On vient au sujet que Ouais, abordait tout à tout à l'heure Aziz. Exactement. On est hyper bon, je trouve. Pour préparer l'émission, j'ai regardé l'impact de l'immobilier en ce moment, mais de l'autre côté de l'Atlantique, et là j'ai une question à poser. L'autre côté de l'Atlantique, donc aux États-Unis, le constat est le suivant. Ils ont, comme vous le savez, tous emprunté à taux variable. Bien sûr. Et ils continueront. Ils ont continueront. l'immobilier plonge entre 15 et 20%. Et en gros, aujourd'hui, s'ils vendent tout l'immobilier, ils n'ont pas de quoi rembourser l'ensemble de la dette accumulée. Donc, tout le monde s'attend quand même à des retours de flamme. Bien sûr. Quelles conséquences sur le marché pour nous en France et en Europe par rapport à ça? Donc, les conséquences pour nous en Europe. Ouais. Alors, je t'avoue que je n'avais pas réfléchi. Je Il n'y a pas de lien corrélation. direct. Non, il n'y a pas Si, de corrélation. corrélation, les Non. banques. Mais même pas, elles ne Si, sont pas parce que, exposées. si, parce qu'ils sont tous des hypothèques, donc on va se retrouver potentiellement avec des banques qui se retrouvent en difficulté comme en 2009. Marginalement. Oui, les banques américaines, et encore, même pas. Ça pourrait avoir. Non, ça peut Franchement, aussi avoir un effet domino, c'est alors, parti dans de ce ça cas-là. un peu quand même. Hein. Bah oui, mais. Ce prime, c'est parti de l'immobilier. Oui, quand oui, même, mais hein. alors tu remarqueras que, et c'est ça la grande vérité de la régulation bancaire est toujours en retard d'une crise. Mais elle traite la crise qui a failli Ouais, l'abattre. chez Donc nous, celle-là, elle est traitée. Chez nous, la preuve là, sur les alertes qu'on a eues, Crédit Suisse, SVB, etc., donc la banque de la Silicon Valley, la preuve c'est qu'en Europe, on n'est plus si en retard que ça sur la régulation. On a quand même des. Non, mais enfin, il n'y a pas de corrélation. hein. Non, normalement, il n'y a pas de corrélation. Il y a eu, Aux si tu États-Unis, veux- en revanche, ils ferment tous les fonds institutionnels Voilà. détenteurs de résidentiels ou qui faisaient de la value add, c'est-à-dire de la revalorisation. Là, pour les clients qui ont mis leur argent, pour récupérer les Bien sûr. liquidités, ils ferment les uns après les autres. Quand je dis ils ferment, tu perds pas ton argent, mais pour l'instant, tu sors plus. Il y a sclérose. Et ils vont t'annoncer que tu te prends un 25 dans les dents. Dans Et quelques- juste pour finir l'aspect réglementaire, parce que c'était un sujet hier, les professionnels de l'immobilier qui voudraient qu'on desserre un petit peu les taux, justement dans lequel aujourd'hui la régulation prudentielle contraint les crédits et les demandes de crédit. Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas, justement. Tu vois, tant que tu es effectivement sur un taux d'usure qui reste quand même très très proche des niveaux d'inflation et un taux d'endettement maximum des taux fixes et un taux d'endettement maximum à 33 et des choupettes, globalement, tu es un peu à l'abri je rallongerai de la durée tempête. quand même. Moi. Toi, tu rallongerais les durées. Ouais, peut-être rallonger les durées. Voilà, rallonger les durées. Le peut-être. temps, c'est l'immobilier. Aziz, tu as des éléments là-dessus Non. Bon, ben voilà, on a fait le tour sur l'immobilier. Ouais. Il faut qu'il se bouge, quoi. Et on a fait beaucoup de bruit autour du fait que Elisabeth Borne avait fait annuler la réunion du ministre du Logement lorsqu'elle était justement à la Réunion. Bah, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, parce que moi, je connais pas mal de gens dans les fédérations. Ça fait des mois qu'ils ont des rendez-vous à Bercy, à Matignon, au ministère du Logement pour les prévenir Ouais, que mais ça va je- arriver. c'est Et en pas fait, faire. ils sont. Enfin, je crois Bon. que le président n'a pas. Avec quoi on termine, les gars? Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous vouliez parler de l'emploi des seniors? Il nous reste 5-6 minutes, ça suffit peut-être. Je sais pas, qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus? Allez. L'emploi des seniors, il y a une chose, petit phénomène qu'on constate récemment, principalement d'ailleurs pas dans les grands groupes, mais dans on va dire les très très belles PME, c'est que comme on manque cruellement de main-d'œuvre, puisqu'on est en plein emploi, des cadres, je précise, on développe de plus en plus ces activités de seniors à temps partiel pour accompagner les entreprises, et notamment sur les fonctions financières, de plus en plus, RH, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un DRH, mais avoir un DRH dans une structure de 80, 100 personnes, à 2 jours par semaine, c'est en train de payer ses fruits, et tout ce qui va permettre d'accompagner un peu la gestion de problèmes pour structurer, processer les entreprises. Il y a un fort développement dessus. Et Tiens, on va voir d'ailleurs c'est une de intéressant. l'opinion dans la semaine autour de ce sujet. Je ne sais plus comment l'opinion titrait ça, mais voilà, les seniors redeviennent sexy. Tu parles. Et donc c'est les estimations, je n'ai pas checké ça avec Emmanuel Grimaud qui fait autorité sur la question, mais c'est un peu plus d'1 million de seniors qui auraient dû partir et qui donc ne partiront pas, qui vont se voir rajouter entre 1 et 5 trimestres par rapport aux prévisions qu'ils pouvaient avoir sur leur Oui, retraite. puis bon, On est dans un système où ça marche un peu sur la tête. On a d'un côté des grands groupes
et des grandes entreprises qui, on se parle toujours franchement ici, qui globalement vous expliquent en off que les seniors à partir d'un certain âge, jeunisme poussant, déconnexion poussant, etc., on ne sait plus quoi trop en faire. De l'autre côté, tu as un tissu de PME qui rêverait d'avoir cette expérience, etc., mais qui n'ont pas les chèques. Ils n'ont pas les moyens de se les payer. Ouais. Et donc, d'un côté, tu as ces grandes entreprises qui ne savent plus les valoriser. De l'autre côté, tu as des petites boîtes qui en ont besoin. Et au milieu, on n'arrive pas à trouver le pont. C'est ce que vient d'expliquer Nicolas. Ne change rien. Voilà, c'est parfait. Non, mais on pourrait imaginer des petites solutions. Ouais, Valumène, par exemple. Le taux de chômage. Le taux d'emploi, on est 7e au niveau européen sur le taux d'emploi entre les 55 et les 64 ans, 7e selon l'OCDE. Pourquoi, par exemple, un senior qui serait au chômage, qui est indemnisé par Pôle emploi, pourquoi ne pas lui maintenir pendant 12, 24 mois ses indemnités et que l'entreprise, la PME, paye le différentiel avec l'ancien salaire ? Ça permettra à la PME de payer quelque chose et d'avoir un senior au service des PME. Enfin, il y a des tas de choses à imaginer. Moi, ça me met... moi qui suis avec Quartier d'affaires qu'avec des PME, mais ça me met foudrage de voir des seniors avec des telles compétences, et puis de l'autre côté, des mecs avec 20, 25, 50 salariés à galérer pour la croissance, puisqu'ils n'ont pas les moyens de se payer compétences. Alors, c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Tout ne change pas comme ça du jour au lendemain. Exactement. Mais il y a un vrai mouvement qui est en train de s'opérer. Et d'ailleurs, là-dessus, il faut le reconnaître, il y a une fiscalité qui est très avantageuse. C'est que tous ces jeunes retraités qui quittent les grands groupes, il y a un double phénomène qui est en train de jouer très favorablement. Il y a d'abord le premier phénomène où tu peux cumuler retraite, emploi, c'est le fameux dispositif Sarkozy qui est quand même très avantageux et qui va dans le bon sens. Et puis tu as un deuxième phénomène qui est lié à la transformation des entreprises. Moi, je suis très content de voir plein de chefs plein de cadres de grands groupes dire aujourd'hui, les grands groupes m'ont beaucoup apporté et je considère que c'est à moi aussi d'apporter dans les PME pour les aider tout simplement à grandir, à se développer et faire bénéficier des moyens de grands groupes que moi j'ai connus et que les entreprises n'ont pas. Mais ce phénomène-là, il n'est pas minime, il est en train de s'accélérer. Mais tu as un dispositif qui existe qui s'appelle le mécénat de compétences aujourd'hui. Mais tu en as plein des dispositifs. Mais c'est pas industriel, c'est pas structuré. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ça fait 30 ans que je Non, là, je t'assure. Mais ça viendra. Non. Là, je t'assure j'ai exactement les mêmes échos que Nicolas. Il y a une vraie prise de conscience et il y a même, pour tout te dire, j'y suis associé, l'idée d'un certain nombre de grands groupes d'essayer de créer une forme de bourse, en fait, d'échange de l'ensemble qui eux-mêmes en ont marre, en fait. Oui, et eux-mêmes en ont marre. Même ceux, tu sais, qui ne sont pas, parce que, j'en sais rien, moi, les grandes banques, par exemple, elles vont pas les foutre dehors. Non, elles vont pas le faire. Mais eux s'emmerdent. Et donc, ils sont, pour un certain nombre d'entrepreneurs, en plus de ces nouvelles aventures, il faut juste organiser ça. Sur un point de vue juridique, c'est quand même assez lourd, le juridisme, parce que l'idéal, ce serait d'aller les faire bosser dans ces PME, mais qui restent attachés contractuellement à la grande entreprise. Eux, c'est ce qu'ils veulent, en tout cas, un certain nombre d'entre eux. C'est ça. Oui, mais il faut le fabriquer, voilà. Donc tout ça se met en place. Alors, je lance un appel. Ça on a s'est la pas fait en un plateforme jour. digitale pour ça. Ça s'appelle Quartier d'affaires. Le grand groupe, ça a été monté avec l'ANDRH. La partie et la brique digitale, elle est à disposition des DRH. De l'autre côté, vous arrivez, vous vous connectez. Stéphane veut faire du mécénat de compétences et aider une boîte de transport ou que sais-je, à droite ou à gauche. De l'autre côté, on a les entrepreneurs qui sont demandeurs de ces mécénats de compétences. C'est un lieu de rencontre. On a créé le Tinder du mécénat de compétences. Yes. Bon, tout le monde sort le bon de commande. Non, on s'arrête là. Lisez un article très intéressant dans Usine Nouvelle que je lis de temps en temps, parce que c'est tellement à l'opposé de mon monde à moi que j'aime bien regarder ce qui se passe. Et je crois que c'est la DRH de Schneider Electric qui parle de ça. Forcément. Ils ont des départs, glissants des retraités et ils se retrouvent plusieurs mois maintenant à avoir des gens qui sont à la retraite, toujours payés par l'entreprise. Et typiquement, il y a une vérité. On pourrait prêter finalement à des entreprises. Une vérité qui ne bouge pas, c'est le temps. Le temps. Et là, c'est fini. Et le temps, c'est de l'argent. On se retrouve bientôt, les amis. Donc demain, Aurélie Planex, et puis nous, ce sera sans doute mercredi, notre prochain rendez-vous avec nos débats. Salut à tous.